Alors ici, nous sommes dans la salle de l'horloge. C'est la salle où on a choisi de présenter les collections de cartons italiens du musée de Capodimonte à Naples, en les mettant en regard avec les cartons italiens de la même période conservés au Louvre. Donc essentiellement des œuvres qui vont des années 1500-1503 aux années 1545-1550, et avec deux figures principales qui dominent cette présentation, qui sont Michel-Ange d'une part et Raphaël d'autre part. Quand le Louvre a eu l'opportunité de présenter les chefs-d'œuvre du Museo di Capodimonte, en fait, c'est offert à nous deux possibilités pour ce qui était des collections d'art graphique. Soit on disait, bon, le musée de Capodimonte a une collection très riche de dessins, environ 30 000 dessins. On va aller faire une jolie sélection de dessins napolitains, 17e, 18e, des choses assez brillantes. On va les mettre à côté de ceux qui sont conservés au Louvre et on aura une belle exposition de dessins napolitains. C'était une option, c'est une option compliquée parce que les conditions actuelles de conservation du fonds de Capodimonte n'étaient pas très favorable à, disons, une vision générale du fonds, très rapide pour faire une sélection. Et on a très vite choisi de présenter plutôt les cartons. Donc des œuvres graphiques d'un genre complètement différent, qui sont des maquettes à l'échelle 1 sur 1, en quelque sorte, des patrons que les peintres faisaient pour préparer leurs tableaux ou leurs sculptures. Et pourquoi nous avons pris cette option? Tout simplement parce qu'à Capodimonte, il y a une belle collection, pas très impressionnante en nombre, mais alors qualitativement stupéfiante, de cartons. Et la même chose au Louvre. Donc, c'était d'autant plus intéressant de se pencher sur cet aspect-là de la collection de Capodimonte que nous avions d'une part au Louvre une collection qui lui répondait parfaitement, puis d'autre part on sortait d'une grande campagne de restauration concernant un de nos cartons italiens de la Renaissance, la Modération de Giulio Romano. Et ça nous rendait particulièrement attentifs à cette problématique du carton. C'est des objets qui sont un peu austères parce qu'ils sont très peu chromatiques au fond, mais qui donnaient l'occasion, parce qu'on avait vraiment fait ce parcours, de monter une exposition pas à très grande échelle, mais une exposition un peu bijou, quoi, qui permettent de saisir le raffinement de tous ces objets-là. Les collections de carton sont aujourd'hui des collections extraordinairement rares. Cette rareté tient à plusieurs choses. D'abord, ce sont des procédés. Les cartons sont des procédés pour passer de la petite composition conçue, j'allais dire, sur le papier, à l'œuvre réalisée à son échelle définitive. Donc ça pose, ne serait-ce que par l'échelle de certains cartons, des problèmes de conservation. Ce n'est pas si facile à ranger. Vous risquez de les déchirer. Si vous les roulez, c'est un peu comme tout ce qui est loin des yeux, ça devient loin du cœur, et du coup, vous ne les voyez plus, donc vous ne savez plus trop ce que c'est, et ça peut se perdre. Et grosso modo, ça s'est beaucoup perdu, mais on verra qu'en fait, il y a quand même eu très tôt, et l'exposition en témoigne vraiment bien, une conscience que ces cartons n'étaient pas simplement des procédés d'atelier pour faire un truchement, quoi, en quelque sorte, entre deux états de l'œuvre, la pensée et sa réalisation, mais que c'était en fait aussi, d'une certaine façon, l'œuvre sans la couleur. Et qu'à ce titre, ça devait être conservé comme un objet de collection. Et là, il y a eu plusieurs profils, j'allais dire, d'amateurs de carton qui se sont révélés durant le XVIe siècle. Alors pas par hasard, pas du tout par hasard. Ce qui a fait que le carton, de simple procédé d'atelier, est devenu une œuvre d'art à part entière, c'est lié à deux circonstances qui se passent d'ailleurs toutes les deux à Florence, vers 1500, 1503, 1504, où d'abord Léonard décide, en préparant son tableau de la Sainte-Anne, de faire un carton. Et comme c'est quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui n'aime pas finir au fond, qui est dans la pensée toujours en mouvement, il expose le carton
3 jours et il montre au Florentin de quoi il est capable. C'est une démarche extraordinairement moderne hein, de montrer l'œuvre en gestation, mais avec un carton. Puis 3 à 4 ans plus tard, Michel-Ange et Léonard de Vinci reçoivent une immense commande pour le Palazzo Vecchio, la salle du Grand Conseil. Ils doivent peindre 2 énormes batailles, la bataille d'Anghiari pour Léonard de Vinci, la bataille de Cachine pour Michel-Ange. Et ce sont des chantiers gigantesques. Hein. On n'a plus aucune idée de ce que c'était. Et les œuvres ne vont pas aller jusqu'au bout. Léonard commence, mais il a des gros déboires en peignant le mur. Et Michel-Ange n'ira jamais jusqu'au stade de la peinture. En revanche, son carton va devenir ce que un de ses biographes va appeler la scuola del mondo, l'école pour tout le monde, c'est-à-dire l'endroit devant l'œuvre devant lequel un jeune artiste, florentin ou non, peut venir apprendre son métier tellement elle est exemplaire. Le caractère exemplaire du carton de la Sainte-Anne, du carton de ces 2 batailles, ça institue le carton comme une œuvre d'art à part entière et 2 types d'amateurs vont s'emparer de ce genre d'objet. D'un côté, les artistes, les sculpteurs, les orfèvres, qui vont être très très attentifs à ce genre d'objets. On est encore dans la sphère professionnelle où en fait les artistes augmentent leur capital, en quelque sorte, de savoir et de savoir-faire. Et puis il y a une autre catégorie aristocratique, ce sont les mêmes que les amateurs de peinture, qui vont une autre catégorie qui va s'emparer de ce type d'objet. Les choses sont bien attestées dans la première moitié du XVIe siècle, mais la personnalité qui va nous faire passer au fond ce type d'objet, c'est une personnalité très intéressante, qui s'appelle Fulvio Orsini. Fulvio Orsini, il a fait tout pour être malheureux au départ, absolument tout. Fils d'un aristocrate romain, il est né en 1529, il va être à l'âge de 9 ans abandonné par son père tout simplement parce que c'est un enfant naturel, confié à Saint-Jean-de-Latran où il deviendra enfant de chœur, puis d'enfant de chœur chanoine. En 1558, il devient le bibliothécaire des Farnèse, il a une culture humaniste absolument enviable, y compris pour nous aujourd'hui, et un œil formidable. Il constitue une collection de tableaux et une collection de cartons, d'autant plus qu'il est en relation avec le cercle qui avait entouré Michel-Ange dans ses dernières productions pour le souverain pontife. Donc une personne qui, en 1600, au moment de sa mort, est capable de léguer à la famille Farnèse, en particulier à Odoardo Farnèse, qui est le neveu de son protecteur, sa collection de cartons, et de cette collection de cartons qui passe à la famille Farnèse, qui va ensuite connaître le même itinéraire que tout le reste de la collection, eh bien, nous avons 2 témoignages dans l'exposition, le carton de Moïse par Raphaël et le carton des armigieri, comme disent nos collègues napolitains, donc des 3 soldats vus de dos, qui correspond à la partie inférieure gauche d'une grande fresque de Michel-Ange dans la chapelle Pauline, une œuvre des années 1545-1550. Le clou de l'exposition, évidemment, c'est le grand carton de Michel-Ange qui représente donc ces 3 soldats vus de dos, soldats qui participent à la crucifixion de Saint-Pierre. On est face à une œuvre qui correspond à une commande pontificale des années 1541-1542, qui arrive à un moment assez avancé de la carrière de Michel-Ange. Michel-Ange, à ce moment-là, quand il se met à répondre à cette demande du pape, il n'en a pas follement envie, au fond. Il n'en a pas follement envie, il dit « j'ai 70 ans, c'est plus de mon âge ». Il faut dire que la peinture à fresque, c'est un travail assez physique. Et même si sur ce chantier-là, il est aidé par celui qu'on appelle Francesco Urbino, qui est vraiment un tâcheron qui l'assiste, c'est quand même un travail de costaud de faire, alors déjà le carton, et ensuite la fresque.
Et d'ailleurs, on a remarqué que dans la fresque, il va travailler par journée beaucoup plus petite que ce qu'il faisait antérieurement pour mettre, je veux dire, les contraintes techniques à peu près à la hauteur de ses capacités physiques du moment. Le carton qu'on a là est à plusieurs titres exceptionnels. Premièrement, tout simplement parce que c'est le seul carton de la main de Michel-Ange préparatoire à une fresque qu'il a peinte lui-même. Et pourtant, Dieu sait que Michel-Ange a donné comme peintre de fresques. Il a fait la voûte de la chapelle Sixtine, il a fait le mur entier du Jugement dernier. Et en 1545 environ, il peint la chapelle Pauline, donc 2 grandes fresques, mais de ces 2 grandes fresques, on n'a qu'un seul fragment de carton qui correspond à la partie inférieure gauche d'une des 2. Donc pas grand-chose par rapport à ce qui a pu être accompli. L'autre caractère exceptionnel du carton, c'est que c'est le modèle même de ce qu'on appelle il ben finito cartone, donc le carton achevé, le carton arrêté, le carton définitif en quelque sorte de l'œuvre. Et ce carton, on ne doit pas l'imaginer comme étant le carton qui va servir directement pour reporter la composition à grande échelle sur le mur où on doit exécuter la fresque. Non, c'est un carton qui permet de générer un second carton qu'on appelle le carton de substitution et qui, lui, va servir pour faire le report de la composition. Alors, cela s'explique par la technique même qui est utilisée pour le report. On reporte les cartons au spolvero. Rien que le traduire en français, ça vous donne une idée de ce que ça représente comme risque pour l'objet. Ça veut dire qu'on reporte le carton à la poussière, le spolvero, c'est ça. Et comment procède-t-on? C'est très simple. On prend un petit sac, un petit sac en tissu lâche, genre étamine si vous voulez. On remplit ça de poussière très fine, très contrastée, très sombre, généralement du noir de fumée. On en met beaucoup. Et puis, quand on a constitué cet objet, on a une ponce. Quand on a constitué la ponce, il faut avoir le poncif. Alors, pour constituer le poncif, on prend le carton qu'on a dessiné à grande échelle, à l'échelle définitive. On va piquer tous les contours à l'aiguille, avec une aiguille très fine, en os ou en buis ou en métal, très très fine et avec des points très 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 rapprochés. Et à partir de là, si vous prenez votre ponce sur ce poncif, puisque vous avez créé un poncif, selon une technique qui est grosso modo celle du pochoir, en appliquant votre carton sur la surface à peindre, vous allez, en tamponnant avec votre petit sac, arriver à faire passer la poussière à travers les petits trous. La poussière va se déposer sur la surface à peindre. Après, vous n'avez plus qu'à faire le jeu d'enfant. C'est vraiment un jeu d'enfant qui est de relier les points. Vous avez votre tracé de contour et à partir de là, vous pouvez peindre. Oui, sauf que le problème, c'est que le noir de fumée, même à travers un petit sac tamponné sur un carton, si on le fait, ça macule absolument le carton, qui devient totalement poussiéreux, totalement noir. Alors vous pourrez toujours vous amuser à balayer ça avec une plume d'oie, passer de la gomme mie-de-pain, mais à ce moment-là, vous retirerez aussi la matière du carton. Donc vous serez perdant-perdant. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Quand on a fini le ben finito cartone, on le pose sur un assemblage de feuilles de papier équivalent à sa propre surface, on le pose dessus, on pique les deux ensemble, on a un carton vierge d'un côté, il n'y a pas de dessin dessus, mais il y a plein de petits trous. C'est celui-là qu'on va utiliser, qu'on va appliquer contre le mur. Alors lui, c'est un objet martyr, c'est clairement un objet martyr parce qu'il va aller, quand on peint à fresque, l'enduit sur le mur, il est frais, donc il va être complètement humidifié par l'arrière et tamponné de charbon par l'avant. Donc franchement, il n'a aucune chance. C'est aussi pour ça qu'on ne les conserve pas, ces cartons de substitution. Et en revanche, on conserve souvent des fragments, des grands fragments, dans ce cas-là, de carton, carton achevé, du beau carton, du ben finito cartone, qui est en fait le modèle visuel à l'échelle 1/1. Et là, dans le cas du Michel-Ange, on remarque dans la partie supérieure droite un endroit où il y a une lacune. On ne voit pas de dessin. Et cette lacune, c'est un accident de conservation, il y a une déchirure et quelque chose qui manque. Pour que le carton ne se déchire pas davantage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pièce, comme on raccommode un vêtement finalement, et cette pièce a été faite avec un fragment du carton de substitution. Et quand on le regarde de près, on voit que cette pièce, elle est perforée de petits points comme ça,
côte à côte. Et si on fait l'effort mental de rejoindre tous les petits points, de mettre le motif dans le bon sens, on a le carton de substitution qui correspond au sexe de Saint-Pierre. Et on voit que Michel-Ange l'avait peint nu et que le drapé de pudeur n'a été ajouté que par la suite. Donc c'est un objet pour nous absolument fondamental parce que ce que l'on connaissait par les textes, par Giorgio Vasari, qui l'a dit dans les Vite en 1550 et 1568, par Giovanni Battista Armenini, donc dans les Veri Precetti della Pittura en 1584, on savait qu'on pratiquait le carton de substitution, mais on n'en avait pas. Et ça n'est seulement qu'en 1986-87 qu'il y a une chercheuse américaine, Carmen Bambach, qui a fait l'effort d'analyser cet objet et qui a compris qu'on en avait un exemple. Et c'est fabuleux pour nous d'avoir ça. Alors, vous me direz que je m'émerveille devant la partie la moins dessinée du carton, et c'est paradoxal. Et c'est effectivement paradoxal parce que le carton de Michel-Ange, il est aussi passionnant par un autre aspect. C'est qu'il présente bien plus d'informations, au fond, graphiques, que ce qui était nécessaire pour simplement reporter un contour. Il est évident que, je veux dire, s'il avait voulu tracer sa composition dans ses grandes lignes, indiquer quelques ombres, mettre tout ça en place, bon, c'était suffisant pour reporter sur le carton de substitution, puis ensuite sur la paroi. Bon, c'était suffisant, mais en fait, quand il fait ce carton, il fait deux choses à la fois, ou peut-être trois. Il fait un carton, objectivement, un procédé pour générer un carton de substitution. Ça, c'est la première chose. Avoir trop d'informations, ce n'est pas un handicap. Ça permet quand même de le faire. Et par ailleurs, il fait autre chose qui est pratiquement de l'ordre de ce qu'on appelle le disegno finito, le dessin magnifique, comme il en faisait pour ses amis. Alors en général, il faisait ça à petite échelle, il faisait des dessins, des cadeaux, du dessin en soie, vraiment fait pour eux-mêmes, et qui étaient scrupuleusement achevés. Alors c'était des dessins sanguines, des dessins à la pierre noire, il offrait ça à Vittoria Colonna, à Ascanio Condivi, ou à Tommaso de Cavalieri, qui était un aristocrate, un très, très beau jeune homme, aristocrate romain qui l'appréciait beaucoup, qui était aussi un peintre amateur, enfin bon, qui a été d'ailleurs un des personnages en relation avec Fulvio Orsini, et qui a permis la transmission des cartons de Michel-Ange. Et on voit notre Michel-Ange, au fond, appliquer au dessin à grande échelle, au dessin monumental, le même soin, la même qualité de dessin que ce qu'il mettait dans des dessins qu'il faisait simplement comme cadeau pour ses amis intimes, pour ses proches, pas des objets de commande, des objets qui étaient authentiquement des cadeaux. Et puis, il y a une troisième chose qui vient peut-être, c'est qu'au fond, ce scrupule technique que Michel-Ange développe dans ce type d'œuvre sur le tard, on a affaire au vieux Michel-Ange, hein, je le disais, il a 70 ans, au fond, c'est aussi pour lui une manière d'intérioriser sa spiritualité, hein, de nous offrir des objets qui sont certes monumentaux, qui sont encore porteurs de ce style de la force qui était sa marque de fabrique, hein, de cette terribilità qui était vraiment ce qui l'a rendu singulier dans son temps, mais il le fait avec une douceur, avec un raffinement, avec quelque chose de presque éteint qui relève vraiment de la pensée intime et probablement de la pensée intime dans la sphère du spirituel. Alors venant du carton de Michel-Ange pour la chapelle Pauline, on vient, j'allais dire, du point d'achèvement, hein, de la belle manière, hein, de la bella manière à la terza manière, le caractère indépassable pour les contemporains de l'excellence en matière d'art. Mais il faut voir d'où on vient et où en était en quelque sorte la pratique du carton 50 ans avant ou 45 ans avant. Et là, les deux chefs-d'œuvre de Raphaël que l'on présente dans l'exposition, enfin 2 parmi 5 ou 6 de Raphaël, ces deux œuvres qui sont là, carton d'une Sainte Catherine et Sainte Apolline, carton d'une Annonciation, qui sont des œuvres des années 1503. Alors, pourquoi mettre ce genre d'œuvres dans une exposition consacrée au carton italien ? Il y a 2 raisons essentiellement. D'abord parce que c'était très bien de comprendre et de montrer, à notre avis, que le carton, quand il est fait à petite échelle,
c'est-à-dire pour des petites peintures sur panneaux et non plus des grandes fresques, il n'est pas fait avec les mêmes techniques graphiques que les grands cartons. Les grands cartons sont généralement faits, comme celui de Michel-Ange, à la pierre noire, au fusain, donc avec des matières minérales, carbonées, assez friables, très ductiles, qui permettent des gestes assez larges, couvrir des grandes surfaces. Alors, on dit du fusain en français, en réalité, on sait qu'on peut utiliser beaucoup de sortes de bois, en particulier du saule, qui est très approprié pour faire des charbons de bois, puisque dessiner au fusain, c'est dessiner au charbon de bois. En revanche, pour les cartons à petite échelle, les peintres vont utiliser les mêmes techniques au fond que celles qu'ils utilisent pour faire leurs petites études, en tout cas dans le cas de Raphaël, c'est-à-dire la plume, une encre brune, une encre métallogallique, ferrogallique, et un lavis, qui est une dilution de la même encre, en fait avec de l'eau, passée au pinceau, tout ça généralement sur une mise en place qui est faite soit à la pointe de plomb, soit à la pierre noire. Bon. Et ces cartons sont, comme les grands, piqués pour le transfert, pour un carton de substitution qui va servir au report. Mais ce n'est pas la même technique, c'est rarissime de trouver un grand carton fait à l'encre. On a un ou deux exemples, mais pratiquement rien. Et c'est relativement rare, ça existe, et on en présente dans l'exposition, de faire des cartons à la pierre noire ou au fusain pour des œuvres de petite dimension. Là, on est en 1503. Et ce que l'on voit, c'est qu'au fond, on est encore dans ce style très hérité du Quattrocento, un style doux, une manière qui est celle de Pietro Perugino, où la grâce doit être véritablement maximisée par sa discrétion, au fond. Quelque chose qui relève vraiment du style de la douceur. Et au fond, c'est que Raphaël, en 1503, n'est pas encore informé de ce qui se passe à Florence, au même moment, ou pratiquement, la venue de Léonard et de Michel-Ange pour répondre à la commande du Grand Conseil qui voulait ce décor fabuleux, mais malheureusement jamais complètement abouti, de la salle du Grand Conseil, la bataille d'Anghiari, la bataille de Cachine. Et Raphaël, en 1503, au fond, c'est un très jeune homme, il travaille dans le style de Pérugin, et il aurait pu faire toute sa carrière avec un parfait succès en maintenant cette ligne de conduite. Ça marchait très bien auprès des commanditaires. Pérugin, son maître, était réclamé de partout, depuis le nord de l'Italie jusqu'au sud. Donc, c'était la formule gagnante. Il n'avait pas besoin, d'autant que lui était excellent dans ce genre, il n'avait pas besoin d'aller plus loin. Et il va aller plus loin, tout simplement parce qu'il va entendre parler de ce qui se passe à Florence. Et à ce moment-là, comme disent les historiographes, il gagne Florence et il se remet, alors non pas au travail, mais à l'étude. Et il va prendre possession de ce que Léonard et Michel-Ange avaient investi dans leur propre carton. Et ça, on peut le voir très bien dans l'exposition en regardant les cartons de la Dispute du Saint-Sacrement ou les cartons de la Chambre d'Héliodore. Raphaël, arrivé à Florence, donc, se met véritablement à l'étude devant les cartons de Léonard et de Michel-Ange, peut-être de Michel-Ange surtout, même si on a des petits dessins rapides d'après le carton de la bataille d'Anghiari de Léonard. Ce qu'il intègre véritablement, c'est qu'on peut, sur le socle de sa culture d'artiste formé en Ombrie, il peut faire fructifier des données nouvelles qui sont des données à la fois de force, d'expression, d'entrelacement des formes aussi, beaucoup plus sophistiquées que ce qu'il avait fait jusqu'alors, même s'il était arrivé à un niveau d'excellence technique incomparable déjà. Et ce qu'il intègre finalement dans son expérience florentine, qui va durer 4 ans, de 1504 à 1508, c'est quelque chose qui va se développer, dont il va tirer tout le parti possible quand il va être employé à Rome, par le pape Jules II d'abord, par le pape Léon X ensuite, pour
peindre les fresques des appartements pontificaux, la chambre de la signature, la chambre d'Héliodore, la chambre de l'incendie, et il aurait dû aussi faire la chambre de Constantin, mais il est mort trop jeune pour ça. Et dans les cartons que l'on conserve, ils sont très peu nombreux, pour ces grands décors, on voit comment Raphaël va faire en sorte de n'être pas, au fond, un imitateur de la manière de Michel-Ange, un imitateur du style de Léonard. Il va être le plus intelligent, en fait, de tous les peintres qui ont compris l'art de ces deux grands maîtres, c'est-à-dire qu'il va faire sienne complètement cette culture. Alors on le voit très bien dans les cartons qui sont derrière moi, en particulier la tête de l'ange d'Héliodore. On est dans les années 1511-1514. Raphaël doit peindre les anges expulsant Héliodore qui a volé le trésor du temple et l'expulsant du temple. Et là on voit que, évidemment, Raphaël, avec la tête de cet ange, maîtrise absolument ce style de la force qui était celui de Michel-Ange, hein, avec une certaine ampleur, une vigueur, une expression qui est très appuyée. Mais il ne fait pas que cela. Il fait beaucoup plus, en quelque sorte. Par exemple, dans le carton du Moïse, qui est ici. Dans le carton du Moïse, on a bien sûr cette ampleur, cette étoffe que Raphaël emprunte d'une certaine façon à Michel-Ange. Mais on voit que ce n'est pas une reprise littérale de ce style, qu'en réalité, il a tempéré la leçon de Michel-Ange, d'une part en étudiant sa figure sur le modèle vivant, et d'autre part en essayant d'intégrer aussi, comme autre modèle, la grande statuaire antique, la statuaire hellénistique, qui lui permet de faire une synthèse totalement neuve, totalement inédite, quelque chose qui, au fond, en venant d'un art très bien référencé, celui de Michel-Ange, celui de l'Antiquité, ou celui de l'étude de la nature, lui permet de créer quelque chose qu'on n'a jamais vu, au fond, à ce degré de perfection. Et en plus, Raphaël est tout le contraire de ce qu'on imagine au fond. Ça n'est pas un artiste mièvre, ça n'est pas un artiste compassé, ça n'est pas un artiste édulcoré par une pensée religieuse superficielle. C'est un costaud, c'est un homme qui a une capacité, une vigueur, une force tout à fait incroyable et qui est capable, on le voit très bien dans le carton du Dieu le Père préparatoire à la fresque de la dispute du Saint-Sacrement, une des grandes fresques de la chambre de la signature. On est un tout petit peu plus tôt, on est un peu avant la chambre d'Héliodore, et on voit très bien qu'à l'échelle du carton, Raphaël a encore cette capacité, cette liberté de trait, cette gestuelle, cette vivacité, qui est celle qu'il met aussi dans les petits dessins préparatoires, dans des choses qui sont grandes comme ça, enfin, qui font 20 sur 15. Bon, et ça, à l'échelle du carton. Et là, ça nous dit quelque chose du métier qu'il faut avoir pour faire un carton, et qu'on a au superlatif quand on est Raphaël. Quand vous faites un carton, pour un carton de fresque, vous êtes obligé d'associer des feuilles de papier. C'est un papier absolument comme le papier qui sert à dessiner les petites études, hein, c'est le même, donc, mais c'est des feuilles d'assez grand format, un format royal en général. Donc, vous les collez bord à bord. Vous avez un petit joint de superposition, environ 5 mm en général, quand on est bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Donc on fait un assemblage de feuilles. Cet assemblage de feuilles, on va le fixer au mur hein, par deux doigts de colle, hein, c'est très précis, par la périphérie. C'est un assemblage de feuilles vierges et il a tendance à un peu frisoter, à un peu gondoler, donc on l'asperge d'eau et très finement, et il sèche, et en séchant, il se tend. Et là, vous avez votre surface que vous pouvez travailler. Vous ne travaillez pas à plat, hein, ne travaillez pas sur une table, travaillez sur le mur, déjà. C'est l'anticipation du travail de la fresque, en quelque sorte. Et vous prenez, alors les textes anciens sont très précis, ils disent des grands porte-mines, pas des petits outils, pas quelque chose qu'on va manipuler avec deux doigts ou avec la main, hein, c'est quelque chose qu'on va manipuler avec le poignet, avec le bras. Porte-mine avec votre pierre noire ou votre fusain au bout du porte-mine, et vous travaillez à bout de bras, comme on peint la fresque, au fond. Éventuellement avec un appui-main si vous voulez, mais c'est un grand geste. Et dans le carton du Dieu le Père de la dispute du Saint-Sacrement, on voit très bien l'espèce de vigueur, la façon de faire 4 hachures sur la joue du Dieu le Père, et ça y est, vous avez l'ombre, elle est en place. Bon, alors que le trait n'est pas du tout respectueux de l'anatomie du visage. Donc, on voit que c'est un travail de costaud. Et c'est très intéressant dans l'exposition de voir qu'au fond,
C'est Raphaël qui va être l'artiste expansif, en quelque sorte, dans la vigueur du trait, alors qu'on penserait le contraire à voir sa peinture, alors que Michel-Ange va être quelqu'un de beaucoup plus tenu, beaucoup plus fondu, beaucoup plus subtil dans enfin, qui va mettre sa subtilité dans les passages des ombres-lumières, alors que Raphaël met sa subtilité dans la vigueur du tracé. Donc c'est un paradoxe, et c'est toujours amusant les paradoxes, parce que ça vous oblige à regarder, et c'est très, très, au fond, enfin, ça laisse un peu baba, il faut bien dire. Dans les collections Capodimonte, il y a un carton qui a récemment acquis une certaine renommée, qui est le carton de l'amour embrassant Vénus. L'image, évidemment, était connue et avait été largement commentée déjà. On voit comment, en fait, l'amour, c'est un sujet qui vient d'Ovide, hein, l'amour, en jouant sur le sein de Vénus, ce maladroit la blesse avec sa flèche et elle, Vénus, ne prend pas conscience immédiatement de la gravité de cette blessure, enfin, gravité relative, si l'on veut. Et la composition est une des compositions bien connues, elle correspond à une commande importante à laquelle Michel-Ange a répondu en 1532-1533. Il s'agissait de donner une composition pour une pièce que Bartolomeo Bettini voulait décorer à Florence dans sa demeure. Mais il se trouve que Michel-Ange, au fond, c'est un homme très pris, c'est un homme très demandé. Il y a des mécènes auxquels on ne peut pas dire non, puis il y a des mécènes auxquels on peut dire oui, peut-être. Là, Bettini, c'est véritablement un mécène auquel on peut dire peut-être, je vais me voir ce que je peux faire. Et ce qu'il peut faire, c'est au fond donner un carton et confier ce carton à un peintre, à un autre peintre, pour que ce peintre exécute le tableau. Alors, Michel-Ange est quand même très conscient qu'il faut des très grands peintres pour servir ses très grandes idées, et il a confiance dans un peintre qui pour nous est un des maîtres majeurs du maniérisme toscan, qui est Jacopo Pontormo. Je choisis plutôt bien. Le tableau, on pense le conserver, on n'en est pas à 100% sûr, mais on pense que c'est le tableau qui est à la Galleria dell'Accademia. Et évidemment, le carton que nous avons ici dans l'exposition est directement en relation, en tout cas en relation visuelle, avec cette composition du tableau conservé à Florence à l'Accademia. Simplement, il y a quelque chose d'un peu déconcertant, d'un peu décevant dans la facture du carton, qui fait qu'on ne sait pas au fond si ce carton est véritablement de la main de Michel-Ange ou si c'est quelque chose qui est venu après. Récemment, il y a eu une grande exposition à New York autour de Michel-Ange, et les collègues parfaitement experts, hein, de grands collègues et grands savants, ont reconsidéré le carton en espérant voir discerner sous l'aspect actuel du carton un peu de la pensée de Michel-Ange. Bon, Michel-Ange aurait fait un carton et puis ce carton aurait été repris par une autre main. Et en fait, c'est peut-être une vision un peu trop optimiste. C'est toujours très bien hein, de vouloir réexaminer, réévaluer les œuvres. C'est toujours une bonne démarche de dire « Ah ça n'a pas été assez regardé, je vais la regarder mieux ». C'est une excellente démarche. Sauf que là, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, la facture est un peu, je le disais, pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend d'un Michel-Ange à cette date-là. Et puis, il y a le fait qu'il n'y a pas de trace de report. En tout cas, pas de report au Spolvero. Donc, c'est quand même un tout petit peu troublant. Or, la composition est une composition qui a été d'une part décrite, et les descriptions nous orientent plutôt vers ce type de composition, c'est-à-dire une composition où au fond Michel-Ange avait mis l'accent sur les figures et en accentuant l'espèce de sfumato, c'est un terme qu'on emploie plutôt pour Léonard en général, mais en l'occurrence s'il est approprié pour le carton de Michel-Ange, qui était une œuvre, une sorte de camailleux de gris, beaucoup moins décidé au fond dans l'écriture du dessin que ce que nous avons dans le carton de Capodimonte. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que la composition de Michel-Ange, c'est une composition de Michel-Ange. Et donc, elle a été énormément regardée et énormément copiée. Michel-Ange, c'est
pour ses contemporains, c'est une école. Une œuvre qu'il produit, c'est une œuvre qui se doit d'être reproduite pour pouvoir personnellement s'approprier en fait les qualités de l'œuvre en question. Et rien ne permet mieux de le faire que la copie. Et on sait qu'on a au moins une vingtaine de copies de cette composition. Et on sait qu'en particulier, Giorgio Vasari qui a été le biographe de Michel-Ange, et aussi lui-même un très grand peintre, un très grand architecte, un très grand artiste, et qui plaçait Michel-Ange plus haut que tout, eh bien Vasari a produit 3 copies de la composition. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, on a là, au fond, la composition telle qu'elle a été peinte, un peu comme on la voit ici dans cette autre copie, et non pas la composition telle qu'elle a été dessinée. Et au fond, et ça serait déjà pas si mal, on peut soupçonner que ce carton est en fait une copie qui a été faite par Vasari ou quelqu'un de proche de lui pour générer d'autres copies de la composition de Michel-Ange. Alors pourquoi c'est passionnant d'avoir une œuvre comme celle-là? D'abord, l'iconographie est extraordinairement parlante, le sujet est quand même très évocateur, la copie est fidèle, donc la pensée de Michel-Ange est respectée d'une certaine manière, et puis aussi on voit 2 choses finalement très bien, ou plus exactement une chose sous 2 aspects différents, c'est que le carton c'est aussi une manière de déléguer le travail. C'est-à-dire, premièrement, j'ai pas le temps de faire le tableau moi-même, je fais le carton, tu t'en occupes, et voilà, mission accomplie, ça c'est une chose. Et puis, j'ai fait une œuvre, elle est formidable, maintenant c'est à vous, faites des cartons pour produire des répliques, pour produire des copies. Voilà.